Vas-y, on parle de Marine Tondelier. Let's go, la Chine. Tondelier a sorti une note de blog. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu passer, j'ai vraiment lu en diagonale, j'étais en mode, ah ok, elle sort ça, c'est ça, cette nouvelle obsession. Mais j'ai pas regardé plus que ça, et puis après je suis parti en vacances. Et du coup, Marine Tondelier a sorti une note de blog où j'étais un peu en mode, bon, ça sort d'où, mais vas-y, allons-y. Donc, qui s'appelle Sortir de la fascination pour la Chine. Et du coup, je suis en mode, mais tiens, ça sort d'où est-ce que ça sort, tu vois? Parce que donc, on avait commenté déjà au moment, je sais pas si vous vous rappelez, au moment du forum économique de Davos, où bah du coup, globalement, tout l'Occident, notamment l'Europe, est un petit peu en train de se rendre compte que bon bah Trump c'est pas ouf et même économiquement, même du point de vue capitaliste, c'est pas le partenaire économiquement le plus stable ni le plus fiable au monde. Et on avait vu du coup au forum économique de Davos une partie du discours de Mark Carney, donc le premier ministre canadien, qui avait fait un discours en mode oui bon faut qu'on arrête avec les États-Unis, on commence à faire des bails avec la Chine, etc. Donc était un peu en mode il faut commencer à rediriger, en fait arrêter de mettre nos œufs dans le même panier et arrêter de bouder la Chine juste parce que c'est la Chine et que les États-Unis voulaient pas qu'on commerce avec, tu vois. Bon, globalement, c'est un peu ça. Et pas que ça. Il était un peu en mode, il faut que on sorte de l'illusion de l'abondance mondiale, etc., etc. Oui, d'ailleurs, Carnet, oui, ancien banquier, etc. Lui, il le dit d'un point de vue très capitaliste, avec ses intérêts bien compris. Hein, ça c'est. Donc, on sait qu'il y avait ça un petit peu comme contexte. On sait que d'un point de vue économique, au niveau mondial, il y a un petit peu de plus en plus une méfiance envers les États-Unis. Les États-Unis ne sont plus du tout un partenaire considéré comme fiable ni considéré comme enviable. Et il y a aussi de plus en plus, notamment de la part des libéraux, on va dire, en Europe, une difficulté croissante à faire du business avec les États-Unis parce que, avec tous les bails autour de ICE, avec toutes les guerres de Trump, etc., tu as de plus en plus une interrogation de bon, comment est-ce qu'on peut se distinguer dans un antifascisme de façade si même à Trump on n'arrive pas à y parler, quoi. Et du coup, donc voilà, donc ça c'est le débat un peu économique, politique. Oui, les taxes douanières inconstantes, où à chaque fois il dit je vais augmenter les taxes douanières et puis il le fait pas, mais on accède quand même à ses demandes et il le fait quand même un peu. Enfin bref, globalement, c'est un peu l'inquiétude en ce moment de l'Europe, notamment de l'Europe de l'Ouest, c'est comment on se détourne des États-Unis, comment est-ce qu'on arrive à ne plus dépendre uniquement des États-Unis comme on s'est un petit peu mis comme c'était le cas dans ces dernières années. Et du coup, la question de quid de la Chine, quid d'une multiplication d'échanges commerciaux, de partenariats commerciaux avec la Chine, parce que l'avantage de la Chine, c'est que eux, ils sont constants dans leur vision politique et globalement, ils trichent un peu moins, quoi. Et donc du coup, je pense que c'est dans ce contexte-là que Marine Tondelier sort une note de blog pour dire attention Balek avec la Chine, donc allons-y, lisons ça. Qu'est-ce que Marine Tondelier a à dire de tous ces débats finalement qu'il y a en ce moment sur l'alignement? Est-ce qu'il faut se désaligner des États-Unis pour s'aligner plus sur la Chine? Ou est-ce que, et en vrai de vrai, ce qui n'est pas le discours de Mark Carney, le discours même que peut avoir Macron, même s'il l'assume un petit peu moins, c'est pas de dire faut s'aligner entièrement sur la Chine, c'est de dire il faut diversifier nos débouchés économiques, ce qui n'est déjà pas pareil, tu vois. Mais bref, oui, c'est peut-être aussi une réponse agile. Mais après, encore une fois, même la France insoumise n'a pas une logique d'alignement sur la Chine. Mais bon, même si, faut pas se mentir qu'il y a certains trucs dans le modèle chinois qui sont intéressants. Voilà, on va pas se... Bref, donc allons-y. Qu'allons-nous apprendre en tant que peuple de gauche? Attends, je croyais que t'étais pas la gauche, t'étais les écologistes. Si c'est la gauche et les écologistes, du coup, pourquoi qu'est-ce que tu parles? J'arrête. Qu'allons-nous apprendre en tant que peuple de gauche? Que la critique anti-impérialiste ne saurait se compromettre avec la promotion des autocraties. Mais attends, depuis quand tu parles d'anti-impérialisme, Marine Tondelier? T'as découvert le mot là, l'anti-impérialisme. Hop, j'ai découvert ça. Alors bon, la Palestine, c'était un peu compliqué. Le Moyen-Orient, vous comprenez, c'est difficile. Dites-moi que c'est un écocide, on en reparlera peut-être. Mais par contre, là, du coup, on parle d'anti-impérialisme. Je veux bien qu'on identifie correctement l'impérialisme états-unien. Mais du coup, si tu commences à parler d'anti-impérialisme, il va falloir parler de la France aussi, parce que bon, l'Afrique, tout ça, genre non, d'accord, peut-être. Mais en fait, c'est ça, c'est comme l'antifascisme, c'est se présenter à des élections contre le RN. L'anti-impérialisme, c'est de dire que les États-Unis, ils sont un peu d'extrême droite, quoi. Elle a découvert le mot, mais elle n'a pas encore compris la définition, en effet, comme beaucoup de mots politiques qu'elle emploie ces derniers temps. Quand allons-nous apprendre en tant que peuple de gauche que la critique anti-impérialiste ne saurait se compromettre avec la promotion des autocraties, sauf à la vider de toute substance? Ah ok, non, c'est un argument démocratique. Ok, c'est en mode, on peut être anti-impérialiste, mais faut pas parler avec les gens qui sont pas démocratiques. T'es en mode, le problème, c'est qu'en fait, l'argument de la démocratie, c'est le fer de lance de l'impérialisme états-unien jusqu'ici. Donc là, c'est plus le cas. Là, ils se sont un petit peu calmés. Du coup, les libéraux peuvent reprendre la promotion de la démocratie comme projection impériale, mais du coup, c'est un peu compliqué de faire de l'anti-impérialisme sans parler avec des autocrates, parce que c'est un peu le point qui a été celui justement justification de l'impérialisme jusqu'ici, quoi. Donc c'est pour rien. Sauf à la vider de toute substance, la critique ne peut pas être courageuse face à Trump et Musk et silencieuse face à Poutine et Xi Jinping. Elle serait fatalement compromise. Déjà, Poutine et Xi Jinping, c'est déjà pas pareil. On parle déjà pas du même truc. Elle serait fondamentalement compromise. Il ne s'agit pas uniquement d'un impératif politique et moral, mais bien d'un principe de cohérence et d'action. Comment la gauche peut-elle convaincre au-delà de nos cercles militants si nous ne sommes pas capables d'une cohérence minimum sur nos valeurs? Ah ok, c'est une réponse à Mélenchon. Ok, alors donc qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il a dit Mélenchon de si horrible? Jean-Luc Mélenchon illustre une nouvelle fois ce 16 avril 2026 sa fascination pour le pôle de stabilité que constituerait la Chine et déplore que la France ne se rapproche plus de Pékin comme le ferait soi-disant l'Espagne et le Canada. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il va falloir remettre les points sur les i, les pendules à l'heure. Je vais faire l'arbitrage. Je vais ramener de la rationalité. Voilà, les barres sur les T. L'église au milieu du village, comme dirait mon grand ami de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, putain, je ne peux pas ne pas faire une voix de Karen quand je dis Marine Tondelier, c'est horrible, mais en fait elle est comme ça, elle sa façon d'écrire. D'abord, le Canadien Marc Carney et l'Espagnol Pedro Sanchez ont simplement signé des accords commerciaux. Rien de plus. Oui, du coup, si Carney et Sanchez ont juste signé des accords commerciaux, qu'est-ce qui te fait te dire que c'est pas ce que voulait dire Mélenchon aussi quand il a dit se rapprocher de Pékin comme le font l'Espagne et le Canada? Pourquoi, genre, tu ne peux pas en conclure que ce à quoi Mélenchon fait allusion, c'est justement l'idée de signer plus d'accords commerciaux avec la Chine? Non, je sais pas. Quand tu signes des accords commerciaux, un accord commercial, c'est un acte diplomatique aussi. Donc c'est un acte de diplomatie. Donc quand tu signes un accord commercial, tu fais un peu une visite là-bas. La première dame rencontre la première dame, t'as tout le protocole, on se rencontre, on mange les mets, on s'offre des cadeaux, etc. C'est un truc diplomatique. Quand tu vas signer un accord commercial, c'est pas juste je signe, je m'en bats les couilles. C'est genre c'est pas smart clock le bordel. C'est un acte diplomatique. Donc ça te force forcément à te rapprocher d'un gouvernement autocratique. Vu que tu fais un acte diplomatique avec un gouvernement que toi t'aimes pas, ton délire. Je veux bien que t'aimes pas Xi Jinping, etc. Que c'est pas assez démocratique. Je comprends les critiques. Mais juste signer un accord commercial, c'est déjà de faire la démocratie c'est déjà de faire la diplomatie avec des autocraties. Ils ont besoin d'un meilleur accès au marché agricole chinois, ce qu'ils ont acquis en échange pour le premier d'une importation de voitures chinoises et pour le deuxième d'investissement dans l'industrie. Il est possible de voir cela comme les doigts d'honneur à Washington, mais ce n'est nullement une relation privilégiée ni un rapprochement stratégique dans un monde multipolaire, terme repris ad nauseam par Vladimir Poutine, Xi Jinping et leurs relais en Europe. Il ne s'agit pas de condamner tout commerce avec la Chine, mais d'imposer nos limites, nos conditions. J'y reviendrai. Ok, d'accord. Et le ciel est bleu et l'eau mouille aussi. Donc c'est déjà oui, le temps est beau, le ciel est bleu. Donc, mais ici LFI ne parle pas uniquement de commerce. Qu'est-ce qu'impliquerait la relation privilégiée? Les anciennes habituelles, non-alignement et neutralité serviraient surtout à masquer sortie de l'OTAN, récit du PCC. Attends, parce qu'elle a mis des liens hypertextes, ça m'intéresse. Sortie de l'OTAN, ça renvoie à quoi? Le groupe parlementaire de la France Insoumise propose de sortir de l'OTAN. Oui, ok, d'accord, oui. Du coup, c'est pas un truc que nous imposerait la Chine, vu qu'on veut sortir de l'OTAN, oui, ok, oui. Récit du PCC. Rapport d'information déposé par la Commission d'affaires européennes sur les relations entre l'Union européenne et la Chine par Chikirou. Ah, ok, en mode, c'est Chikirou qui fait la propagande du PCC via l'Assemblée nationale, ok. Et le silence sur la démocratie, c'est quoi? Ok, d'accord, en fait, c'est Chikirou a dit des trucs sur la Chine, et du coup, c'est la propagande chinoise, ok, d'accord. Un affaiblissement pur et simple. Oui, mais en fait, le problème, c'est que du coup, si tu fais du business avec la Chine, désolé ton délire, hein, mais spoiler alerte, si tu veux faire du business avec la Chine et que tu dis partout, la Chine c'est une dictature, ils génocident les Ouïghours et les violations des droits de l'homme sont très inquiétantes, etc. Mais en fait, spoiler alerte, soit la Chine sera en mode flemme de faire du commerce avec toi, t'as plus de besoin que moi que de toi, que j'ai besoin de toi. Et aussi, les gens ils vont te regarder en mode du coup, chelou que tu fasses du commerce avec des gens qui violent les droits humains. Faut être cohérent. Tu peux pas dire non, mais je veux bien qu'on fasse des accords commerciaux bilatéraux avec la Chine selon nos intérêts, mais en fait, oui, selon tes intérêts et selon ceux de la Chine. Donc tu vas forcément devoir te compromettre avec le grand méchant rouge, quoi. Genre, je sais pas, oui. Les fractures durables de la relation transatlantique. Les fractures durables de la relation transatlantique. Et les coups que le côté de l'Atlantique et aussi l'Amérique latine. Ça m'énerve de parler transatlantique uniquement pour les États-Unis. Genre, non, avec l'hégémon états-unien, oui, avec le grand Satan nord-américain. Et les coups de menton impérialistes de Donald Trump qui piétinent le droit international ne justifient en aucun cas un alignement en retour avec les autocrates. La gauche ne doit pas jouer les supplétifs des régimes autoritaires de la Russie, de l'Iran ou de la Chine. Alors là, pour l'instant, on a juste parlé de la Chine. Hein. Genre, je sais pas ce que la Russie et l'Iran viennent foutre là-dedans. On doit être à part que l'Iran est en train de se faire bombarder par les États-Unis qui piétinent le droit international avec des coups de menton impérialistes. Mais bon, visiblement, elle a plus de mots pour dire que Trump c'est pas bien que pour dire l'Iran ils ont pas mérité. Parce que je pense dans sa tête ils ont peut-être un petit peu mérité. Je sais pas ce que la Russie vient foutre là. Okay. L'internationalisme s'oppose à tous. Et à la France. Parce que les coups de menton impérialistes, etc. On fait aussi des sacrés coups de menton impérialistes en Afrique. Tu parles de ça ou pas? C'est des méchants, ils sont pas démocratiques. Parce que j'ai jamais été pro-Poutine. Oui, j'imagine, c'est un mode Mélenchon pro-Poutine, je sais pas quoi. En fait, moi je veux bien critiquer les restes un peu campistes que peut garder Mélenchon, notamment autour de l'Ukraine. Et son mépris en règle générale sur tout ce qui se situe à l'est de l'Europe. Là, je veux bien porter la critique. C'est une critique que j'apprends aussi de moi-même parce que je sais que c'est un truc dans lequel j'ai pu verser aussi il y a quelques années. Mais de là à dire qu'il est pro-Poutine, là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. En fait, tu peux dire qu'il se trompe sur
des sujets sans lui inventer un alignement sur Poutine, quoi. Genre, c'est vraiment en mode. Parce qu'en fait, ça se voit que tu utilises juste un gros chiffon rouge de grand méchant loup pour dissuader les gens d'écouter ou même de critiquer Mélenchon d'une autre façon, quoi. Juste, c'est d'associer Mélenchon à Poutine. Ok, d'accord. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que t'en dis concrètement, quoi? On vend des armes à l'Arabie Saoudite et à Israël, les leçons d'impérialisme, c'est pas à nous Français d'en faire. Bah oui, genre, désolé, pardon, mais internationalisme bien ordonné commence par soi-même, hein. Genre, désolé, pardon, Marine Tondelier, si tu veux parler d'internationalisme, va falloir muscler ton jeu. Tu vas pas pouvoir commencer à dire juste ah non, mais par contre, j'aime pas la Chine, j'aime pas la Russie, j'aime pas Israël, et puis après tous les États-Unis, bah peut-être que Trump il sera plus président un jour, donc on pourra refaire du commerce avec eux. Oui, en gros, c'est ce que propose Marine Tondelier, c'est on attend un petit peu le temps que les États-Unis get their shit together, quoi. Nous autres écologistes, nous estimons qu'il est des devoirs des Européens de ne pas se laisser emporter dans la rivalité systémique entre Américains et Chinois, que cette dynamique délétère est la source d'une instabilité croissante et d'une aliénation progressive des nations. Ouais, mais attends, bah du coup, faire du bise avec la Chine, c'est pas se laisser emporter dans la rivalité entre les Américains et les Chinois. C'est pas parce que les Américains aiment pas les Chinois que faire du commerce avec les Chinois, c'est faire de l'anti-américanisme. Ça peut être aussi juste du pragmatisme. Mais oui, du coup, ils sont non alignés, du coup, les écolos. Génocide palestinien sous Biden, ça c'était le bon vieux temps avec l'oncle Sam. Bah oui, c'est ça. C'est genre, et voilà, et c'est ça, tu vois. C'est comme les gens qui disent le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, bah là, c'est le grand méchant Trump, l'impérialiste. Bah non, en fait, Biden était impérialiste aussi avant lui. Obama était impérialiste avant lui. Genre, tu sais, t'as un peu un truc de. En fait, les États-Unis sont les États-Unis, en fait. Genre, allô, c'est pas parce que vous réveillez que maintenant. Et particulièrement chez les écolos, il y a une tradition altermondialiste quand même chez les écolos. Genre, ok, il y a une tradition libérale, atlantiste et tout ça existe. Il y a aussi une tradition altermondialiste, en fait. Genre, va falloir relire vos anciens, en fait. Nous devons défendre nos propres valeurs face à l'international réactionnaire. Aïe, aïe, aïe. Quand on parle de défense des valeurs, généralement, c'est que ça part mal. Généralement, quand tu parles de défense des valeurs, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, à moins d'imposer tes valeurs aux autres, comment tu veux défendre tes valeurs à part ne plus parler à personne, en fait? Où est-ce que tu fais le tri dans les valeurs? Est-ce que les États-Unis, ils ont des valeurs proches que nous, que les Chinois? Parce que quand même, ils sont bizarres, les Chinois. Et les Russes, c'est pas nos valeurs, et les Iraniens non plus, c'est pas nos valeurs. Mais l'Italie non plus, c'est pas nos valeurs, parce qu'il y a l'extrême droite au pouvoir là-bas. L'Afrique, c'est pas nos valeurs, parce que c'est nos vassaux, donc c'est pas pareil. Elles sont où nos valeurs, du coup? Lesquelles? Très sincèrement, en fait, ce que j'ai l'impression de voir, j'ai l'impression que c'est de la part de Tondelier une forme d'alignement, en tout cas sur les questions internationales, avec une possibilité glucksmannienne. Parce qu'en vrai de vrai, très sincèrement, quand les gens ils parlent de défendre nos valeurs à nous, c'est plutôt dans un discours de renforcement de l'Union européenne sur elle-même. Et de dire, bah nous, notre game, elle est au niveau de l'Union européenne. Nos potes, c'est les gens qui sont dans l'Union européenne parce qu'on a signé les mêmes traités et du coup, on est ensemble de l'Union européenne et c'est avec eux qu'il faut qu'on fasse des trucs, etc. Et en mode, il faut renforcer la puissance européenne. Parce qu'en fait, derrière ça, défendre nos valeurs face à l'international réactionnaire, tu peux très bien lutter contre l'international réactionnaire avec des pays du Sud qui subissent cet international réactionnaire, qui subissent son impérialisme. Ils subissent notre impérialisme aussi, alors du coup, c'est compliqué. Je disais Macron, mais Glucksmann, c'est plus précis. Bah, surtout dans la préparation de la présidentielle, les gens. Faut pas oublier faut pas oublier ce qui arrive devant nous. Donc, mais le problème, c'est que bah, ça reste une logique de fuite en avant parce que l'Union européenne, ça reste une union qui est fondamentalement économiquement libérale, qui impose un démantèlement des services publics. Je rappelle que les traités de l'Union européenne imposent une lutte contre les monopoles, sauf qu'ils font pas de différence entre les monopoles privés et les monopoles publics. Donc, par exemple, la SNCF, c'est un monopole contre lequel il faut lutter grâce à la glorieuse Union européenne et c'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Là, il va y avoir les nouveaux TGV, la Velvet ultra moche en plus, qui vont bientôt rouler. Voilà, tu vois, genre, t'as des trucs de, bah, quand on parle de l'Union européenne, on parle pas non plus de valeurs très neutres. Et moi, j'ai même envie de dire, on parle pas particulièrement de mes valeurs en tant que socialiste, quoi. On a dit l'impérialisme, c'est que la Chine, la Russie et l'Iran. Mais en fait, c'est ça, mais c'est que du coup, elle se met en prétendant faire de l'anti-impérialisme, en prétendant faire des relations internationales autrement, elle rejoue en fait cette opposition des grandes puissances. C'est-à-dire que du coup, le monde ne se compose quand même que de grosses puissances par rapport auxquelles il faut se positionner, mais du coup, le nous, ça reste un nous qui est très proche géographiquement, culturellement, économiquement, et ça ne crée jamais de pont avec bah, le Sud global, par exemple. Alors que bah, c'est une place quand même ici, non? Mais nous savons faire la différence entre une démocratie américaine en difficulté, là l'élément de langage. Une démocratie américaine en difficulté, dont les forces progressistes, les valeurs et les contrepoids n'ont pas dit leur dernier mot. Et une autocratie, dirigée depuis 1949 par un parti unique et corrompu, qui est aussi une oligarchie masculine héréditaire, où les descendants des meneurs de la révolution de 1949 ont à peu près tout pouvoir, et dont les ambitions renouvelées ne fonctionnent que par la prédation et l'oppression. Attends. Une autocratie dirigée depuis 1949 par un parti unique. Bon, aux États-Unis, t'as deux partis. C'est multiplié par deux, donc c'est peut-être un peu mieux, tu vois, j'imagine. Qui est aussi une oligarchie masculine héréditaire. Ah, tu veux dire que genre les Kennedy, la dynastie des Kennedy, genre il y a encore un sénateur qui s'appelle Kennedy, hein. T'as un ministre qui s'appelle Kennedy. Pour moi, c'est un peu une oligarchie masculine héréditaire. C'était qui la dernière présidente femme des États-Unis, du coup, peut savoir? Parce que la dernière fois qu'il y a une meuf qui a voulu se présenter, genre Kamala Harris, les gens étaient trop racistes et trop misogynes pour voter pour elle aussi, tu vois. Genre bon, c'est un peu plus compliqué que ça, je sais, on a fait l'analyse de l'élection de Kamala Harris dans l'argent
travers, ne vous inquiétez pas. Mais et puis bon, t'as Hillary Clinton, si c'est pour sortir du masculinisme grâce à Hillary Clinton, bah en fait, désolé, ça va quand même balancer des drones sur le Yémen en fait. Donc Hillary Clinton, la grande théoricienne de la féminité guerrière, oui bon, merci bien, mais non merci en fait. Genre je veux dire, bon, c'est le prisme du genre, il me paraît un petit peu bizarre quoi. Oui, en France, c'était qui la dernière présidente femme? Ont à peu près tout pouvoir et dont les ambitions renouvelées ne fonctionnent que par la prédation et l'oppression. Et du coup, quelle différence avec les États-Unis? Désolé, enfin, je suis un peu de mauvaise foi. Ok, je reconnais que je suis un peu de mauvaise foi. Je sais que le modèle de parti unique, version chinoise, n'est en effet pas un modèle qui obéit aux normes démocratiques qu'on a l'habitude, que le fait de ne pas avoir d'élection au niveau fédéral choque énormément et peut, à raison, énormément dépolitiser et bloquer l'investissement citoyen, etc. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de démocratie, y compris au niveau local en Chine, vous en ai parlé en long, en large et en travers. Mais par contre, désolé, mais en fait, désolé, mais ta critique des États-Unis vaut pour la Chine en grande partie. Désolé, mais la prédation et l'oppression, désolé, tu veux remonter depuis 49, on peut parler du Vietnam, on peut parler de l'Afghanistan, on peut parler du Nicaragua, on peut parler de toute l'Amérique latine, on peut parler de... En fait, c'est quand même un peu bizarre d'être en mode, genre juste les États-Unis, c'est une démocratie qui est en difficulté. Tu vois, alors ils sont bien, mais en ce moment, ils sont dans une passe difficile, tu vois. Genre, il faut un petit burn-out. Ne vous inquiétez pas, ils vont aller voir un psy, ils vont aller mieux, quoi. Non, non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Allô, genre, tu peux pas parler d'impérialisme américain pour après dire que c'est une démocratie en difficulté. Donc, la répression politique et sociale interne, le contrôle orwellien d'Internet et des... arrêtez avec Orwell, je vous en supplie, arrêtez avec Orwell. Le contrôle orwellien d'Internet et des réseaux sociaux, la négation du génocide du peuple. Vous voyez, il y a vraiment tous les dog whistles glucksmanistes, glucksmaniens. L'oppression des minorités mongoles et tibétaines, la répression des forces d'opposition à Hong Kong et les menaces militaires contre Taïwan me sont suffisants pour refuser toute complaisance avec le régime chinois. Dans une enquête de Foreign Policy d'avril 2026, un ancien policier chinois partage un nouveau témoignage des logiques concentrationnaires à l'œuvre dans le Xinjiang. Je refuse les bombardements contre les Ukrainiens et les Libanais, comme les logiques génocidaires en Palestine et au Soudan. Rien ne justifie donc de fermer les yeux pour les Ouïghours. Ah, c'est bon, tu dis les génocides? Ça y est, c'est bon. Il a fallu que tu aies besoin de parler du génocide des Ouïghours et de rassurer les gens sur le fait que tu faisais pas un deux poids deux mesures pour parler enfin de génocide pour les Palestiniens. Enfin non, de logique génocidaire, c'est pas pareil. C'est des logiques génocidaires, c'est pas exactement pareil. On est dans l'idée du génocide, on n'est pas totalement dedans. C'est une vibe. C'est la vibe génocidaire. C'est la vibe. Contre les Palestiniens, quoi. Par contre, l'esclavage, la ségrégation et le génocide des natifs, c'est pas pertinent pour les... Ouais, mais non, mais il y a quelque chose, tu prends l'esclavage, le génocide... C'est dans le passé. Ils ont eu un président noir entre-temps, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont eu un président noir, donc c'est fini tout ça, c'est derrière nous. Ça n'existe plus. Ils ont retenu les leçons de l'histoire, contrairement à la Chine. Oui, et puis il n'y a pas de logique... Non mais Benji, la logique concentrationnaire aux États-Unis, c'est une démocratie américaine en difficulté. Voilà. Ça n'a commencé que par ICE. Il n'y a pas de problème avec l'incarcération de masse, notamment des hommes noirs aux États-Unis. Non, c'est pas du tout déjà une logique concentrationnaire préexistante. Il n'y avait pas déjà. Non, c'est vraiment. En plus, on n'a pas ça en Europe. Il n'y a pas de logique concentrationnaire en Europe. La gestion c'est une gestion polémique de la politique migratoire. Pas une logique concentrationnaire. Ce sont des débats houleux sur l'acceptation de l'immigration sur le territoire européen. C'est pas pareil. Désolé, ce n'est absolument pas pareil que le fascisme de Trump ou que les camps de concentration génocidaires de la Chine. Et encore, le fascisme de Trump, c'est que temporaire, vous inquiétez pas. Ils vont disparaître. Vous inquiétez pas. Prochain coup, les États-Unis, ils votent pour les démocrates et pouf, ça aura disparu comme un mauvais rêve. Les agressions actuelles de la Chine contre notre pays, répression transnationale dans les diasporas, espionnage, cyberattaques, désinformation, captation légale et illégale de la R&D de nos entreprises. C'est quand même pas pareil, quoi. C'est parce que du coup, tu peux pas mettre la répression des diasporas dans la même phrase que l'espionnage industriel, comme une agression contre notre pays. Les menaces militaires contre le Japon, les Philippines, la Corée du Sud ou l'Inde, tout comme... Ah ben l'Inde, grande démocratie en difficulté, l'Inde, ça aussi, c'est vraiment l'Inde, grande démocratie qu'on aime, qu'on adore. La Corée du Sud aussi, démocratie en difficulté. C'est compliqué, vous savez, c'est pas... Mais il y a eu des femmes présidentes en Corée du Sud. Et les Philippines, bien sûr, grande démocratie des Philippines, bien sûr. Aucun problème de fascisme aux Philippines, pas du tout un gouvernement autoritaire qui massacre sa population par le biais de sa police. Non, les Philippines, absolument aucun problème. D'ailleurs, Philippines, dont on ne profite absolument pas de la mise en esclavage moderne, notamment des ressortissantes qui viennent bosser pour tous nos milliardaires que Marine Tondelier rechigne un petit peu à taxer, quoi. Non, c'est cliqué quand même. Non, les Philippines, c'est pas bien quand même. La Chine, elle est méchante envers les Philippines quand même. Ça peut paraître de mauvaise foi, et je suis d'accord que peut-être que des gens qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, coucou YouTube, dire bonjour YouTube, comment ça va? N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, partager la vidéo. Je suis un peu de mauvaise foi, mais en fait, je refuse
refuse de prendre les inquiétudes de Marine Tondelier au sérieux. Pour la raison que je vais vous expliquer, c'est que, quitte à parler de la Chine, parlez-en correctement. Il y a plein de critiques possibles à faire contre la Chine, mais à partir du moment où ta façon de porter cette critique, c'est en appelant à des valeurs, de la démocratie contre les autoritaires, des menaces contre notre pays et contre d'autres pays qui rentrent pourtant complètement hors de notre valeur, de relativiser le fascisme états-unien simplement à un président qui va disparaître très vite, etc. Vous inquiétez pas, une démocratie un petit peu en difficulté, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème fondamental ni structurel aux États-Unis. En fait, c'est qu'à partir du moment où tu te mets dans ce registre des valeurs, et donc d'une hiérarchie nécessaire dans les valeurs, tu ne peux pas parler de relations internationales. Parce que tous les exemples que tu vas donner vont être contre son camp. Tous les pays dont tu vas donner des exemples sont structurellement pourris. La France, le pays depuis lequel tu parles, est un pays structurellement pourri, impérialiste, qui fait des dingueries absolument partout dans le monde, et ça t'inquiète très très peu. Les États-Unis, c'est un pays malade, durablement malade. L'Inde que tu viens de citer, c'est un pays malade, durablement malade, dirigé par un mec complètement fasciste, et avec aussi des mouvements fascistes locaux, etc., issus de guerres. Bref. Même si tu veux parler de pays un peu plus vertueux, attends, lesquels un peu plus vertueux, quel site La Corée du Sud, pareil, la Corée du Sud, super, le miracle économique sud-coréen, etc. La Corée du Sud, il y a, je crois, je sais plus c'est quoi leur pourcentage de population masculine qui était sur des télégrammes pour se partager du revenge porn sur des meufs. Genre la Corée du Sud, c'est un pays atroce, c'est un pays fasciste, la Corée du Sud, en termes de brutalité de l'exploitation au travail, en termes de brutalité des relations hommes-femmes, enfin, une brutalité de la misogynie politique qu'il y a en Corée du Sud. En fait, on ne peut pas parler de valeurs en relations internationales. Ça, c'est un truc qu'on apprend très très vite parce que chaque pays est pourri, parce que comme dirait Louise Michel, le pouvoir est pourri, le pouvoir est maudit. Et donc, si tu ne peux pas fonder une boussole politique internationale sur des valeurs et sur le fait de parler avec les gentils pays et de se méfier des méchants pays, parce qu'il n'y a aucun gentil pays, tout simplement. Et qu'en fait, dès que tu rentres dans ces trucs-là, on est obligé d'être de mauvaise foi et d'aller chercher la petite bête dans tous les gentils pays que tout nous présente comme gentilles victimes. Oui, le Japon, putain, le Japon, ils ont une putain ils ont un putain de gouvernement d'extrême droite, c'est extrême droite depuis des années là-bas. Le Japon qui ont jamais voulu reconnaître tous les massacres qu'ils ont fait en Chine. Genre désolé, si tu veux parler de ah là là, la Chine est méchante avec le Japon, bah commence par demander au Japon de s'excuser en fait. Genre c'est pas parce que oh là là, vous comprenez, ils ont eu la bombe atomique, c'est quand même l'excuse assez simple pour eux de ne pas faire le travail mémoriel. Je veux dire, ce serait l'Allemagne, vous seriez en mode c'est horrible, ils n'ont pas tourné la page du nazisme. Pourquoi vous faites pas pour le Japon qui n'a pas tourné la page de l'impérialisme? Vous inquiétez pas, vous ouvrez des mangas, beaucoup de shonen japonais. Putain, le tiers de propagande de l'empire japonais, c'est vénère. Hein. Genre c'est demander aux Sud-Coréens qui vont pas mieux non plus et demander aux Chinois qui vont pas mieux non plus. Bref, vous avez compris. Oui, et puis la France et son histoire coloniale. Revenons au fait que tu parles depuis la France et depuis son histoire coloniale qu'on n'arrive toujours pas à solder et qu'on ne veut toujours pas solder. T'as pas peur qu'on t'accuse de relativisme? Mais c'est pour ça que je fais ce disclaimer. Je fais pas ça pour faire un relativisme. C'est-à-dire que je vais pas être en mode en vrai, il y a quand même des pays qui sont moins pires que les autres. Oui, ok, il y a des pays qui sont moins pires que les autres. Le problème, c'est que c'est pas une boussole cohérente. Si tu veux penser politiquement au niveau international, tu peux pas avoir une boussole à géométrie variable et tu peux pas avoir des principes qui valent pour les uns et pas pour les autres en fonction de si politiquement l'alignement il fonctionne ou pas. Il faut avoir des principes clairs. C'est pour ça que l'idée de base du droit international, c'est un truc en mode t'as un droit international qui permet d'arbitrer sur tiens, ok, on fait du bif avec vous, mais en échange, vous acceptez une enquête sur ce qui se passe au Xinjiang, par exemple, une enquête indépendante internationale. Tu vois, genre des trucs comme ça. En principe, le droit international, c'est l'idée de on ne peut pas juger les trucs selon des valeurs floues. Faut que ces valeurs, on les écrive et qu'on se mette tous d'accord sur le fait qu'on les respecte. Bon, évidemment, personne ne les respecte. Sinon, l'autre posture que tu peux avoir, qui est une posture qui appartient beaucoup plus d'ailleurs à l'anti-impérialisme en règle générale, hein, mais du coup, c'est un travail qui s'intéresse davantage aux mouvements sociaux des pays du Sud, aux éléments de la société civile qui offrent un appui de soutien, un appui d'échange et de partage économiques, sociaux, etc., etc. C'est s'appuyer sur les syndicats, sur les mouvements de la société civile. Et donc là-dedans, c'est une posture qui est plus intéressante, peut-être un peu plus tricky quand tu prétends représenter la France, parce que quand tu es un militant anti-impérialiste, tu peux avoir un réseau militant qui va jusque dans les syndicats, au Myanmar, en Inde, les mouvements sociaux, etc. Tu peux créer en fait cette solidarité par le bas, et cette solidarité qu'on appelle transnationale, puisqu'elle se fait par les peuples entre eux et sans l'intermédiation des États. Le problème, c'est que quand t'es Marine Tondelier, même
même quand t'es Jean-Luc Mélenchon, quand t'es etc., quand tu prétends diriger un pays impérialiste, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, quand tu dis je vais me reposer sur les mouvements sociaux, tu assumes d'une certaine façon de contourner tes interlocuteurs qui sont les chefs des autres États, puisque normalement ton interlocuteur c'est le chef de l'État. Tu assumes de les contourner via leurs mouvements sociaux et donc tu assumes une forme d'impérialisme détourné par les mouvements sociaux. Donc toujours compliqué de porter depuis une position présidentialiste, électoraliste en règle générale, particulièrement de pays du Nord comme la France, particulièrement de pays impérialistes comme la France, c'est très compliqué d'avoir une approche des relations internationales qui soit celle des mouvements transnationaux, qui soit celle des mouvements militants et des composantes des sociétés civiles. Mais ça peut se faire. Si t'en restes au stade de voilà comment j'analyse les relations internationales et après cette analyse me permet d'informer mes relations avec les dirigeants des autres pays, ça peut être une bonne façon de faire coexister les deux. Et donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, t'es obligé d'avoir une analyse fine. Tu peux pas juste balancer des grands principes qui quoi qu'il arrive ne résistent pas à une scrutation un plus précise, quoi. Des grands principes qui sont toujours un petit peu hypocrites et te dire que c'est bon, t'as fait ton travail et tu pourras être une grande dirigeante de la France, quoi. Les États les plus innocents, paradoxalement, c'est les pays en faillite, genre Haïti ou Cuba. Et encore, un pays en faillite ne peut pas être innocent. Comment? Pour Cuba, par exemple, très bon exemple. Parce que Haïti aussi, t'as des problèmes endémiques de corruption, etc. C'est pas non plus un État innocent non plus, tu vois. Comment diriger un pays qui est en faillite sans le perdre? Ça, c'est la question qui se... Cuba, par exemple, tu vois, genre, on peut dire oui, Cuba, c'est le méchant communisme cubain qui est méchant envers son peuple, etc. Mais en même temps, comment tu fais quand t'es un État en faillite pour le maintenir, pour maintenir le tissu social soudé et solidaire et pas que ton pays se déchire complètement dans des phénomènes de criminalité, de gangs, etc. Les gangs liés au pouvoir à Haïti, la corruption dans un... Oui, c'est pas des pays innocents, mais parce qu'en fait, spoiler alert, l'innocence n'existe pas en relation internationale. Parce que quand t'as un pays stable, ça coûte la stabilité. Et généralement, c'est un prix qui repose sur d'autres. C'est un pays qui repose sur les travailleurs, et particulièrement sur les travailleurs des pays du Sud. Et quand t'es un petit pays en faillite, victime d'absolument tout, tu peux être d'autant moins innocent que tu n'as pas les moyens de cette innocence. L'innocence coûte cher, et paradoxalement, dès que tu payes le prix de cette innocence, c'est les autres qui le payent, tu vois un peu ce que je veux dire. Et puis corruption ou pas, les institutions internationales vont t'éteindre, voir le Sénégal. Bah oui. Et ça, et qu'il faut rajouter à ça le fait que tu peux être le pays le plus vertueux du monde, si des pays impérialistes ont décidé de te target, ils vont te target. Et tu n'y peux pas grand chose. C'est pas avec des bons sentiments que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, c'est des fois j'aime bien certaines analyses Anar, même si c'est très idéaliste, mais au moins ils ont aucune illusion sur les États. Moi je suis un peu d'accord avec toi, Kamomi. Moi j'ai un peu, pour avoir un peu vraiment fait le tour des théories des relations internationales, un peu obligé de mettre de côté un fantasme qu'on peut avoir un peu facilement quand on est en politique, quand on analyse la politique, quand on observe, quand on se politise, quand on est politisé. Un fantasme qu'on a parfois, c'est d'avoir un pays refuge, de se dire il faut faire tout comme ce pays, ce pays est inspirant, et du coup de tout avaler un petit peu en mode d'être tellement désemparé de l'inertie qu'on a par chez nous que on a besoin de trouver un endroit où ça marche. Tu vois, c'est le cliché pour les staliniens, tu vois, le cliché des communistes de ah non mais quand même l'URSS c'était pas si mal, mais de toute façon le communisme il n'a jamais vraiment existé, mais c'était quand même bien l'URSS. Même si Staline c'était pas bien, et puis ils choisissent la période de l'URSS qu'ils préféraient. Et pareil avec plein de trucs. C'est difficile de se libérer de ce truc-là, et moi je vous empêche pas de bander. En vrai de vrai, faut savoir s'équilibrer entre bander sur Cuba et avoir conscience quand même au fond de soi que c'est pas non plus le modèle et qu'il n'y a aucun modèle qui existe politiquement, que tout est toujours un peu pourri et que voilà, le pouvoir est corrompu et le pouvoir corrompt, etc. Mais pour moi ça permet une compréhension beaucoup plus fine et paradoxalement aussi une capacité pour nous de naviguer aussi dans les relations internationales sans se faire baiser aussi. Que si tu as une analyse plus fine de la Chine, tu peux davantage commercer avec eux en sachant quels sont leurs intérêts à eux, en sachant comment ne pas perdre et te vassaliser complètement, tu vois. Mais ça demande de la raison, ça demande d'abandonner le fantasme des grandes valeurs et des grands principes, d'être au prix d'une forme de cynisme ou de désillusion politique. Mais on est un peu obligé de passer par là, quoi. C'est pas très bandant ce que je vous raconte, donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez quand même le droit de bander sur la Chine et sur Cuba, ne vous inquiétez pas. Mais il faut savoir raison garder. Bref, du coup, prenons. L'absence de réciprocité dans l'application des règles commerciales nous montre que le régime chinois n'est pas un partenaire fiable et qu'il est bien belliqueux. Les libre-échangistes de ce monde, américains en tête, ont misé dans les années 1990 et 2000 sur une démocratisation et une libéralisation de la Chine par le commerce. Nous payons aujourd'hui le prix d'une vision naïve et dépolitisée uniquement basée sur le profit. Quel prix on paye? Le seul prix qu'on paye, c'est que la Chine nous a dépassés économiquement, par contre. Oui, be careful what you wish for. Et voilà, c'est contre son camp. Mais en fait, tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'un pays aussi vaste, aussi cohérent que la Chine, et enfin, je veux dire, c'est comme la Russie, pardon, tu peux pas t'attendre à ce qu'un pays dont l'espace géographique et politique a toujours été celui d'un empire, que ce soit un empire du milieu comme la Chine ou un empire sous toutes ses formes pour la Russie, sous la forme tsariste, sous la forme soviétique, etc., ne se relève jamais et devienne tout à coup un petit pays provincial comme la France ou l'Italie. Genre non, il y a des ressources, il y a une population, il y a une histoire qui fait que oui, tu ne peux pas t'attendre à ce que la Chine se comporte comme
je sais pas, un gentil petit pays provincial. Non, non, non. Ça reste la Chine, oui. Mais tu ne peux pas fantasmer que la Chine disparaisse et que la puissance chinoise disparaisse. Là, c'est ne rien comprendre à l'histoire pour le coup. Surtout historiquement, la Chine a souvent été un grand empire, une grande puissance, à voir la première et ceux de l'Antiquité. Bah oui. Et puis un carrefour commercial immense. Enfin, mais Cassandre, moi je veux bien arrêter le capitalisme, mais je vois pas d'autre modèle. Oui, bah. Le régime chinois dit parfois que le premier des droits de l'homme est le droit au développement. Mais qui se dit de gauche ne peut pas détourner le regard des conditions de travail en Chine, bien sûr, où les travailleuses et travailleurs sont exploités pour servir les objectifs du Parti communiste chinois, inonder nos marchés de biens de consommation. Mais genre, tu vois, et c'est là qu'elle est stupide. Le but du Parti communiste chinois, c'est inonder nos marchés de biens de consommation et de biens industriels. Non, l'objectif du Parti communiste chinois, c'est d'assurer une stabilité économique suffisante pour maintenir un tissu social cohérent et qui ne se rebelle pas. L'objectif du Parti communiste chinois, c'est la stabilité intérieure. Et donc cette stabilité intérieure, c'est avec une forme d'avancée technologique, le développement d'une classe moyenne qui a accès à la consommation de masse, etc., etc. L'inondation de nos marchés, c'est un dysfonctionnement de la Chine, justement. C'est la crise dans laquelle la Chine se trouve aujourd'hui. Ils sont dans une crise de surproduction. C'est précisément le fait que la Chine ait besoin d'inonder nos marchés, c'est le signe de sa crise intérieure, de sa crise économique intérieure. Et qui dit crise, dit c'est pas particulièrement dans l'intérêt du parti. Détruire nos entreprises et nos industries pour nous rendre économiquement dépendants, donc politiquement serviles. Attends, quoi? Donc en fait, et là on rentre dans du complotisme, pardon. Mais le but de la Chine, c'est de nous vendre des trucs pour que politiquement on soit servile, pour qu'on devienne quoi? Pour qu'on devienne chinois? C'est quoi l'objectif à long terme? C'est quoi? C'est ils veulent dominer le monde. On est dans un dessin animé états-unien ou on est dans un méchant? Ouais, c'est les Chinois perfides qui veulent nous rendre politiquement serviles au lieu de l'être eux. Parce que c'était bien quand eux ils étaient économiquement serviles. Le problème c'est que nous allons le devenir. Tu vois, genre t'as vraiment une logique déjà ultra raciste, ultra complotiste, et surtout ça ne va nulle part. C'est quoi le bout de la chaîne? Parce qu'à chaque fois quand vous avez ce genre de raisonnement, faut continuer de demander pourquoi. Et ayez une logique complotiste. Pourquoi la Chine veut nous rendre politiquement serviles? En plus, quand tu regardes la doctrine qu'ont toujours eu les Chinois, c'est en mode tout pour nous, et puis les autres ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils s'en battent les couilles d'influencer politiquement, que tout le monde devienne. Si. Alors, il y a quand même un enjeu de la part de Xi Jinping de convaincre que le modèle économique et politique chinois convainque. Mais c'est pas pour que tout le monde l'adopte qu'ils font ça. C'est pour avoir des débouchés économiques pour que les gens ne soient plus rebutés par le fait qu'ils sont communistes. Les seuls qui rendent politiquement serviles en ce moment, c'est les Russes. Oui, en plus, mais bref. Ce choc chinois est en cours dans les secteurs industriels de la transition écologique, nous mettant à la merci tout en disloquant le tissu économique de nos territoires. Comment voulez-vous parler de partenaires quand on ne joue pas avec les mêmes règles? Mais en fait, Marine Tondelier, la France est une puissance moyenne. La France n'a pas investi dans la transition écologique. On a loupé le coche. On est dans la sauce. On est dans une position de faiblesse. En fait, ta faiblesse n'est pas le complot des autres. Alors parfois, t'as des gens qui complotent comme Wissam. T'as des gens qui complotent pour te rendre faible. Ah oui, ça existe. L'Amérique latine en sait quelque chose. Mais en l'occurrence, c'est plutôt les États-Unis qui ont comploté pour nous rendre faibles. Et nos propres patrons et milliardaires, millionnaires, etc., qui ont fait que parier contre la France et qui ont fait pas que parier sur le fait que la France serait définie par une industrie du luxe et n'ont fait que vendre, désindustrialiser, délocaliser, etc., etc. Donc ça, eux aussi, ils ont parié contre nous. Mais en fait, aujourd'hui, c'est constitué comme notre faiblesse. C'est notre faiblesse constituée. C'est pas la faute des autres, hein. C'est pas la faute de la Chine si eux, ils ont investi dans les panneaux solaires et pas nous. Et c'est pas la faute de la Chine si on a besoin de leurs panneaux solaires aujourd'hui. On peut s'en prendre grandement qu'à nous-mêmes, en partie quand même un peu aux États-Unis, hein, et largement à nos milliardaires en fait, largement à nos classes dirigeantes. Et sinon, on saisit au bon moment les opportunités de la planification écologique, que ce soit avec les voitures électriques ou autres, et nous on est en retard, c'est tout. Et pas parce qu'ils veulent détruire la France, je sais pas quoi, c'est qu'ils veulent se développer comme tous les pays. Bah oui. Dans le domaine écologique, la puissance industrielle significative et l'échelle du déploiement des renouvelables en font un interlocuteur important pour assurer le développement des usages électriques et un effort partagé de décarbonation dans le monde. Mais cette puissance ne saurait cacher leur usage démesuré du fossile, les écocides, leur exploitation intensive de la terre et leur mépris de la biodiversité. Oui, très bien, nous aussi. Bienvenue au club. En fait, tout ce que m'indique Tondelier dans sa note de blog, c'est que les Chinois, ils sont comme nous. Bah, ils détruisent la planète et ils vendent des trucs. Ils en sont là car ils ont planifié et ils ont investi au détriment de leur écosystème et de la santé de leur population. Encore oui et non, pas partout. Il y a eu des moments d'accélération industrielle qui ont détruit les écosystèmes. Ensuite, il y a eu des moments de frein et de réflexion sur comment on garantit le maintien de certains écosystèmes, etc. C'est encore une fois, c'est nuancé. Dans l'histoire économique industrielle de la Chine, ouais, t'as eu des moments où ils ont fait de la merde. T'as eu d'autres moments où ils se sont dit ah putain merde, à cet endroit-là on a fait de la merde, comment est-ce qu'on répare? C'est un grand pays la Chine en fait, genre c'est gigantesque quand même. Aujourd'hui, on arrive sur le colonialisme à géométrie variable. Aujourd'hui, leur croissance s'étend via une appropriation et une destruction colonialiste d'autres territoires, notamment en Afrique, et des velléités de conquête en Asie du Sud-Est. Ah, ils vont nous prendre nos colonies, c'est ça? Ah, ils sont méchants, ils sont impérialistes, ils veulent nous piquer nos colonies. Ils veulent nous piquer l'Afrique. C'était à nous ça à la base. Et l'Asie du Sud-Est, bon ok, ça fait longtemps qu'ils ont décolonisé, mais voilà. Hein. Oui, c'est la Chine-Afrique. Elle écrit ça en français. Hein. Quand même le culot qu'il faut pour écrire ça en français. Hein. Non, nous l'Afrique on fait rien. Appropriation, destruction colonialiste d'autres territoires. Non. Afrique on fait pas. Non, Afrique on fait rien. Nous, Afrique on est gentil avec les Africains. En plus on parle la même langue, c'est qu'ils nous aiment bien, j'imagine. La prédation économique
économique est le terreau de la prédation politique. Donc la France. Le miracle n'en est pas un, mais c'est un miroir qui révèle crûment nos propres erreurs. Les libéraux européens ont laissé faire, et nous, consommatrices et consommateurs, avons toléré, ignoré cet abandon. Alors oui, il faut investir massivement et planifier comme l'a fait la Chine, mais sans l'écrasement social et écologique qui va avec. Donc les libéraux européens ont laissé faire, et nous avons toléré, ignoré, le fait que les inférieurs bridés nous dépassent économiquement. Mais en fait, c'est là aussi où, évidemment, ça n'a aucun sens de dire elle est raciste. Ah oui, elle est complètement raciste. Mais j'ai pas envie de réduire son analyse politique à elle est juste raciste envers les Chinois et du coup elle est jalouse de leur développement. Oui, ça va plus loin et encore une fois, ça enlève pas toutes les critiques et toutes les analyses qu'on peut avoir à faire sur la Chine, sur sa situation économique actuelle, etc., tu vois. Mais désolé, moi j'arrive que à lire c'était censé être nous les rois du monde. Pourquoi c'est ces gens-là, ils étaient censés être nos vassaux, c'était censé être ceux qui produisent nos trucs à bas coût et après on pouvait s'offusquer du fait que oh là là, les petits Chinois dans les usines, oh là là, comme ça, c'était notre grandeur d'âme. Maintenant, c'est plus possible. L'impérialiste de fou, elle est persuadée d'être anti-impérialiste. Mais c'est une folie, c'est une dinguerie. Ouais, elle se croit vraiment autant des colonies. Elle est vraiment en mode, nous, on a le droit de coloniser, mais pas vous. Vous êtes censé être. On est censé vous coloniser, vous. C'est pas censé être l'inverse. Or, ce dialogue pragmatique peut porter ses fruits si nous réduisons notre exposition à l'arsenalisation de nos faiblesses et renforçons nos propres leviers de pression et de négociation vis-à-vis de Pékin. Oui, donc faut muscler notre jeu, oui. Faut muscler notre jeu, oui, en effet. Xi Jinping fonctionne comme Vladimir Poutine. Non, c'est objectivement faux. Objectivement, empiriquement, tous les spécialistes de la Chine te diront que c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, que... Mais vous comprenez, c'est les deux grands méchants, quoi. Il exploitera chacune de nos faiblesses, il est convaincu que la démocratie et les valeurs occidentales sont une menace pour son régime. Et voilà, encore une fois, le discours de la démocratie, les valeurs occidentales, et du coup, c'est les grands méchants. Encore une fois, c'est le discours de choc des civilisations, quoi. C'est le jeu. Mais elle a parlé de choc chinois tout à l'heure, donc c'est logique. Elle est dans une logique parfaitement impérialiste de guerre des civilisations, où la grande démocratie européenne est l'ennemi du méchant autocrate bridé chinois. Si la Chine fonctionnait comme la Russie, ils auraient envoyé Taïwan depuis. Ah mais de fou. Oui, rien que ça, tu vois. Donc du coup, refuser l'embrigadement ou le campisme dans la rivalité sino-américaine. Oui. La sécurité est globale et ne se limite pas aux militaires. Il faut rapidement sortir de nos dépendances pour retrouver notre autonomie. Waouh. Et il faut boire de l'eau pour s'hydrater aussi. Les sociétés européennes ne seront pas la variable d'ajustement des surcapacités chinoises. Ah, un truc intéressant. Du coup, tu vas en faire quoi? Parce que du coup, est-ce que tu peux utiliser la crise de surproduction de la Chine pour mieux négocier des accords avec la Chine, notamment économiques, tu vois? Tu peux te dire, bah vas-y, ils sont dans la sauce. On a l'analyse qu'ils ont besoin de vendre des trucs parce qu'ils sont dans une crise de surproduction. Let's go. On a un levier de négociation contre eux. Oui. L'Europe doit refuser les doubles standards et défendre le droit international. Bah désolé, mais c'est pas défendre le droit international ce que tu viens de dire. Quel droit international? Ah, c'est quoi? C'est sur les Ouïghours, c'est ça? Quand il est mis en cause par nos alliés traditionnels comme par les autocrates, bah commence par tes alliés. Si la Chine c'est pas ton allié, mais que les États-Unis c'est ton ami, la démocratie un peu malade, bah commence par tes alliés. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Défendre les droits des peuples, soutenir l'effort démocratique, oui, ça sauf pour la Palestine. Si l'Europe n'est pas unie face à l'international réactionnaire, j'en ai marre de leur élément de langage de l'international réactionnaire. Ça m'énerve, l'international réactionnaire. Ah. Et les méchants Trump, hein. Et Netanyahou, il est d'extrême droite quand même. De nombreux pays du Brésil à l'Afrique du Sud, du Mexique à la Corée du Sud cherchent une voie hors de la domination du productivisme fossile. Que des pays qui font du business avec la Chine. Et le Brésil qui fait du business contre l'Europe aussi, avec l'accord Mercosur, l'accord du Mercosur sur la viande, etc., le soja et tout. Donc c'est bien, ils le font. Hein. Mais en fait, parce qu'ils suivent leurs intérêts en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Alors il y a certains intérêts communs à l'humanité, mais ils se heurtent très vite à des intérêts économiques, il y a plein d'intérêts très 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 divers en relations internationales. Et c'est pas parce que eux aussi ils ont besoin de débouchés que soit ils les prennent pas en Chine, et bah, c'est ce qui se passe beaucoup en Amérique latine. Hein. C'est la recherche de débouchés du côté de la Chine, notamment au Mexique et au Brésil, notamment autour du BYD et tout, mais pas que. De nombreux pays cherchent une voie hors de la domination et du productivisme fossile. En fait, quand t'es un pays dominé, c'est facile de chercher une voie hors de la domination. Sauf que quand tu t'appelles la France, chercher une voie hors de la domination, c'est déjà arrêter de dominer les autres en fait. Là est notre voie d'avenir, là réside nos relations privilégiées hors de l'Europe. Et bon, encore une fois, globalement, elle utilise des termes qui appartiennent fondamentalement à l'impérialisme occidental, à l'impérialisme états-unien, pour in fine proposer une voie qui est ce que dit Mélenchon. Ah oui, l'arsenalisation de nos faiblesses, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Corée du Sud, retraite à 72 ans, 80 heures de travail par semaine, c'est vrai que le modèle a l'air cool effectivement, et puis on parle pas de la répression syndicale qui fait que dès qu'un syndicat revendique un peu trop, ça l'accuse d'être allé à la Corée du Nord, grosso modo. Le fait que c'est là quand même la 2-3e fois qu'elle cite la Corée du Sud comme un truc en mode c'est les gentils victimes, t'es en mode mais on parle de la même Corée du Sud là. Tournez, c'est madame constate, elle propose jamais rien, elle fait jamais rien, mais elle constate. Non mais attends, elle constate, et après quand il est l'heure de proposer, bah elle propose de faire chauffer de l'eau, et comme ça fera de l'eau chaude, tu sais. En mode waouh,
waouh, bravo, t'as mis du temps avant d'arriver à cette conclusion-là. Mais par contre, sa façon de constater, qui est vraiment empreinte de cette arrogance occidentale et cette arrogance impérialiste, fait que désolé, je ne peux pas faire confiance à tes conclusions et à ce que tu proposes, parce que tu les proposes avec ça en tête. Tu les proposes avec cette vision ultra raciste, ultra impériale, ultra de domination. En mode oui, la France est une puissance moyenne, mais ça reste une puissance impériale quand même. Hein. Bon, du coup, j'ai un peu la flemme de lire la réponse de Bastien Lachaud, mais vas-y, bon, allez. Bastien Lachaud remet les pendules à l'heure de Marine Tondelier. Il nous accuse donc de fascination pour la Chine. Oui, parce qu'en plus, rappelle que la note de blog, le point de départ, c'est la fascination de la France insoumise pour la Chine, mais il y a rien de plus. Hein. C'est vraiment le reste, elle parle dans le vent, elle fait que des hommes de paille. Genre, j'ai pas envie de faire mon zététicien à 2 balles, tu vois, mais t'es en mode, où est la France insoumise dans tout ce que tu viens de critiquer? Genre, où est-ce qu'il y a une différence avec ce que dit la France insoumise? Vraiment. Elle doit se distinguer de Mélenchon, vu que le reste du spectre politique est xénophobe, elle a sauté sur l'occasion de le faire en premier pour pouvoir marquer des points dans son petit jeu médiatique. Bah oui. Et le problème, c'est que, bah en fait, en quoi c'est pas campiste si la moindre personne qui dit faut arrêter les caricatures sur la Chine et faut les traiter de façon rationnelle, bah du coup, on t'accuse d'être béat envers la Chine. On t'accuse d'accointance avec la Chine et de fascination pour la Chine dès que tu dis, bah en fait, il faut être pragmatique avec eux, quoi. Donc Bastien Lachaud qui répond, donc elle nous accuse de fascination pour la Chine, qui servirait à marquer des récits du PCC, blablabla. Marine Tondelier prétend esquisser la vision d'une Europe à égale distance des deux impérialismes, états-uniens et chinois, mais elle livre en réalité une lecture manichéenne qui renvoie de façon caricaturale à toute la responsabilité de l'instabilité mondiale à la Chine. Et c'est vrai, parce qu'elle a dit, non, mais c'est vrai, les États-Unis c'est pas bien, mais elle a très vite évacué le sujet en disant, non, mais c'est une démocratie malade, vous inquiétez pas, les démocrates vont être réélus. Elle s'en prend à Donald Trump et Elon Musk, mais regrette en réalité la relation avec les États-Unis d'avant Trump, comme si eux aussi n'avaient pas été déjà un facteur de déstabilisation mondiale. Elle nous accuse de fascination, mais on pourrait très bien lui retourner son propos, tant son texte témoigne d'une forme de campisme et une fascination pour un camp occidental largement fantasmé. Oui, le gentil Occident démocratique, doux et plein de lumière. Au fond, tout son texte est sous-tendu par la volonté de nous diaboliser. On nous a fait le X fois avec Cuba, le Venezuela, la Russie, l'Iran. Marine Tondelier reprend d'ailleurs ses accusations au passage en nous désignant implicitement comme les supplétifs des régimes autoritaires partout dans le monde. C'est toujours la même chose, faire de nous un ennemi de l'intérieur, allié au soi-disant ennemi de la démocratie occidentale, bien sûr. C'est un vieux truc éculé à droite, mais aussi au sein de la gauche atlantiste et néoconservatrice. En réalité, nous sommes aucunement fascinés par la Chine ou les régimes autoritaires, pas plus que ne l'était Charles de Gaulle qui a fait de la France la première grande puissance occidentale à reconnaître la Chine populaire, pas plus que ne l'est l'ONU. Oui, parce qu'on en viendrait presque à oublier que quand elle nous parle du droit international, elle nous parle d'instances dans laquelle la Chine est partie prenante et prend une place de plus en plus croissante et est reconnue pour une qualité diplomatique particulière. Parce que bon, à un moment, on peut déplorer le fait que les États-Unis aient abandonné la diplomatie et les instances internationales, mais en attendant, il y a des gens qui sont en mode en vrai, les Chinois, ils sont fers quand ils font les trucs avec nous. Hein. Et quand la Chine est sur la table des négociations avec ses diplomates, bah généralement, ils sont sérieux, quoi. Ils sont plutôt reconnus. Pendant ce temps, Macron, il a viré la moitié du corps diplomatique français parce qu'ils étaient pas potes avec lui et qu'ils voulaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ah, désolé, hein, à un moment, on se tire une balle dans le pied aussi. Rappelle que c'est la Chine qui a négocié l'arrêt de la guerre au Yémen par l'Arabie Saoudite. Oui, et même avec l'Iran. Mais nous ne sommes pas néoconservateurs. Nous savons que les relations internationales sont un exercice exigeant qui demande un peu plus que de se contenter toujours de formules faciles et de diaboliser les régimes dont nous ne partageons pas les positions. Les relations entre États et peuples s'inscrivent dans une histoire longue, ne se rompent pas pour de petits effets de manche politiques intérieurs. Et nous ne sommes pas non plus naïfs. Ce n'est pas seulement depuis Trump que l'impérialisme états-unien est un danger pour la paix dans le monde, autant que le sont beaucoup de régimes autoritaires. Quand on sait cela, oui, c'est une évidence que de le dire, il n'y a pas d'avenir sans une relation avec la Chine, à moins que l'on souhaite une guerre mondiale. Et comme nous ne souhaitons pas la guerre généralisée, nous défendons en toutes circonstances une ligne claire et constante en matière de relations internationales, le non-alignement et l'indépendance vis-à-vis de toute puissance, le respect du droit international et la coopération entre les peuples pour la paix. C'est tout ce qui distingue l'internationalisme du néoconservatisme. Mais la vérité est sans doute plus simple. Ici, Marine Tondelier se soucie peu de la complexité du monde. Elle cherche avant tout à caricaturer nos positions au service d'une petite concurrence politicienne. Peut-être cherche-t-elle juste l'occasion de se relancer dans une primaire qui patine. C'est regrettable. Les relations internationales sont un sujet trop sérieux. Peut-être que si on acceptait de discuter avec les Chinois sur certaines positions communes, on serait moins des poulets sans tête face à Trump. Bah oui. Genre en fait, c'est du pragmatisme. Et encore une fois, parfois tu peux un peu reprocher à ce truc-là de la coopération entre les peuples pour la paix d'être un peu la partie un peu creuse et un peu de bons sentiments du discours insoumis là-dessus. Mais sur le reste du discours, bah ils sont dans une droite ligne du pragmatisme dans les relations internationales, quoi. Mais bref.